On va revenir donc sur un sujet qu'on a furtivement abordé, qui avait été abordé aussi notamment dans votre rapport Madame Plat, donc, que vous avez présenté dans une première partie de matinée, évidemment la question de la qualité, bien entendu. Voilà. On ne va pas généraliser, évidemment, parce qu'on parle de baisse de quantité, de baisse de qualité, mais c'est vrai que régulièrement, pour des raisons diverses, on apprend ça et là qu'on a découvert dans l'eau des traces élevées de pesticides, de contamination bactériologique, comme en cas de forte pluie. Je crois que c'était le cas notamment dans les Hautes-Alpes ce week-end, notamment. On va une nouvelle fois faire preuve de pédagogie, puisqu'on en a besoin évidemment, avec nos 4 invités qui sont là, qui nous ont rejoints. À mes côtés, il y a le docteur Philippe Beaulieu. Soyez le bienvenu, docteur. Bonjour. Docteur Philippe Beaulieu, qui est responsable du département Qualité Santé au Centre d'information sur l'eau, qui est un organisme qui vise à clarifier les enjeux de l'eau pour le grand public. À ses côtés, il y a Christophe Rosin, qui est directeur adjoint du laboratoire d'hydrologie de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale, venue de Nancy. J'ai l'impression que Nancy est bien représentée, notamment à la troisième table ronde avec Alexandre Mayol, et j'en suis également un des natifs également. Vive la Lorraine. À ses côtés, il y a également Laurent Brunet, qui représente les entreprises de l'eau, la FP2E. Vous êtes président de la commission scientifique et technique. On vous a entendu tout à l'heure répondre au sénateur du Pas-de-Calais. Et puis, la parole au consommateur, incarné par François Carlier, qui est avec nous, délégué général de l'Association de consommateurs et d'usagers, la CLCV. Et puis encore une fois, bien, vous aurez la parole dans la salle d'ici une trentaine de minutes. Alors, je voudrais qu'on fasse un état des lieux, parce que c'est vrai que cette table ronde, elle s'appelle pesticides, micropolluants, polluants éternels, l'eau du robinet est-elle vraiment sous haute surveillance? C'est des termes un peu qui font peur nécessairement, docteur Beaulieu, bien sûr. On va détailler tout ça dans un instant, ce qu'on peut trouver dans l'eau, mais oui ou non, question toute simple au départ, y a-t-il un danger, un impact possible sur la santé quand on boit de l'eau du robinet? Merci de m'interroger, de commencer par cette question, puisque moi je suis là pour... C'est la plus facile, donc je la prends. Et c'est vrai que moi, bon, vous m'avez présenté en me qualifiant de docteur, et donc voilà, et comme mon statut de médecin fait que je m'intéresse avant tout à la santé du consommateur. Donc l'idée c'est ça, c'est de m'exprimer avec ce filtre. L'idée c'est quoi? C'est que sans doute, quand on entend le titre de cette table ronde, on est tous très inquiets par les remous médiatiques, mais qui au final, on pose peut-être avant tout le problème de la pédagogie vis-à-vis du grand public sur tous ces éléments. J'aimerais commencer par une anecdote. J'ai vu dans la salle Yves Lévy qui est là, et j'aimerais rappeler une petite anecdote où il y a quelques années le CIO avait organisé un colloque, une table ronde dans le cadre des entretiens de Bichat, qui est cette grande messe médicale, sur la qualité de l'eau. Déjà à l'époque, avec la perspective de l'arrivée de nombreux micropolluants, de nouveaux polluants émergents, et on a eu la chance d'avoir Yves Lévy comme intervenant et le professeur Gentilini comme président de séance. Le professeur Gentilini étant le pape français de l'infectiologie, président de l'Académie de l'eau à l'époque, président honoraire de la Croix-Rouge française et président honoraire de l'Académie de médecine. Donc quelqu'un qui lui aussi a dans le scope avant tout la santé publique, et qui très gentiment donc avait présidé à la séance et avait tenu absolument à faire une introduction. Donc on l'avait bien évidemment laissé faire son introduction, où il avait dans un premier temps réaffirmé tout l'intérêt de cette science qui avance et qui met en évidence de nouveaux polluants, etc., mais qui avait surtout tenu à rappeler la chance que nous avions en France d'avoir une eau aussi contrôlée, aussi encadrée, et voilà. Et donc de remettre un peu l'église au milieu du village, et de refaire comprendre à tous les médecins qui étaient présents dans l'Assemblée qu'avant tout, l'eau reste le produit alimentaire le plus contrôlé, et dont la consommation par bonheur dans notre pays ne pose pas de problème. Donc, alors, s'agissant de l'eau du robinet, question, donc, est-ce qu'il faut craindre ou pas les résidus de pesticides, de polluants, de micropolluants, même présents à l'état de trace, clairement? Oui, alors, il y a c'est danger. Justement tout le travail. On verra ce qu'il y a dans l'eau, de l'ANSES, déjà au départ. Mais justement, ce qu'il faut réaffirmer, et l'ANSES nous dira justement comment est-ce qu'on contrôle l'eau, bien sûr. Voilà, et tout l'enjeu, c'est ça. C'est que le cadre réglementaire mis autour de l'eau assure la sécurité du consommateur. Je vous rappelle le système normatif qui, ne l'oublions pas, a évolué de 6 paramètres au début du XXe siècle à plus de 60 aujourd'hui. Et tous les débats, tous les remous médiatiques de cette année sont notamment la conséquence du fait que ce périmètre s'élargit encore, et que les progrès de la chimie analytique, vous en parlerez mieux que moi, ont fait qu'on retrouve des traces de plus en plus infimes. On parle souvent du nadogramme. Le nadogramme, je ne sais pas si vous êtes coutumier de ces dénominations, mais c'est 9 zéros après la virgule. Donc on est vraiment dans des quantités infinitésimales. C'est du milliardième.
oui, 9-0. Oui, Et voilà. Et donc voilà, le périmètre, il est de plus en plus strict et quelque part, le titre de cette table ronde, qui est sous forme de question, porte la réponse dans la question, puisque cette haute surveillance, justement, elle est démontrée par tous ces nouveaux polluants que l'on stigmatise et que l'on pointe. Tout juste. Laurent Brunet, c'est vrai, il faut recontextualiser. Bien entendu, on est en France, on n'attrape plus les maladies d'autrefois, on n'attrape plus les maladies qu'on peut trouver encore malheureusement dans certains pays aujourd'hui et qu'on ne va pas citer bien sûr, mais qu'on a tous en tête, clairement. Voilà, il faut le dire, il faut être rassurant. Oui, absolument. Je pense qu'il faut se rappeler ça. C'est très important ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, en fait, on est quand on parle de qualité de l'eau, on est dans une évolution finalement. Tout évolue. Les techniques de laboratoire évoluent. Donc, ça a été dit, et ça sera précisé. On détecte des traces qu'on ne détectait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 ans, ces produits n'existaient pas dans l'eau. Ça veut dire qu'on ne les détectait pas. Donc ça évolue. La science évolue. C'est-à-dire que les effets de telle ou telle molécule, on acquiert des connaissances sur les effets qu'ils peuvent avoir. Donc ça évolue. La réglementation évolue, justement pour accompagner ces évolutions, ces connaissances nouvelles. La réglementation évolue, donc ça a été cité, le nombre de paramètres qu'on contrôle est de plus en plus grand. La technique évolue également. Les techniques de surveillance évoluent. Et puis, ça a été dit plusieurs fois ce matin, les risques également évoluent. Les risques liés au changement climatique, alors ça a été mentionné. Par exemple, les eaux de plus en plus chaudes, les étiages de plus en plus sévères font que les ressources en eau sont menacées. Et donc ça crée un risque, ou ça augmente un risque déjà existant. Tout à l'heure a été mentionné ce matin, on a eu un petit débat sur les récupérations des eaux grises dans les bâtiments, ça, c'est un risque. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, c'est du recyclage, il faut aller dans ce sens-là. Il n'empêche que ça génère un risque, le risque d'interconnexion de réseaux qui pourrait amener une pollution de l'eau. Donc on voit qu'on est dans un système où tout évolue. Et dans ce système évolutif, finalement, on avait pu penser il y a quelque temps que finalement la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui était figé, réglé, on n'en parlait plus. En fait, toutes ces évolutions, il faut savoir y répondre. Alors, je voudrais juste quand même, pour aller dans le sens de la question, puis un petit peu le corollaire à la question, c'est peut-on avoir confiance dans l'eau du robinet ? Moi, je dirais qu'on a 3 raisons pour avoir confiance dans l'eau du robinet. Un, c'est la surveillance, donc ça a été dit, des millions d'analyses chaque année, faites à la fois par l'entité responsable de la production d'eau, mais également par les autorités sanitaires. L'information, c'est-à-dire toutes ces analyses, toutes ces données sont à disposition du grand public, sont consultables. Et alors, comme ça fait des quantités énormes de données, il y a même des efforts de pédagogie qui sont faits. Maintenant, on reçoit une fois par an avec sa facture d'eau un relevé des autorités sanitaires avec des codes couleurs qui montrent la qualité de l'eau. Et puis une fois qu'on a ces analyses, une fois qu'on a cette information, c'est également les actions qui sont mises en œuvre. C'est-à-dire que si est détecté un risque immédiat sur la santé, alors c'est le cas des risques microbiologiques, là tout de suite c'est des actions de restriction de consommation, on informe la population. Si c'est un risque qui pourrait être un risque à plus moyen terme, et là ce dont on parle, pesticides ou autres, là on est plus dans une action qui va être menée et les actions que vont devoir mener les collectivités pour corriger ce risque. Donc ces aspects-là font que, oui, aujourd'hui, on peut considérer que la confiance dans l'eau du robinet, elle peut être accordée. Et d'ailleurs, je pense que les enquêtes d'opinion le montrent. Les Français sont en très grande majorité confiants dans l'eau du robinet. On entendra les consommateurs dans un instant dans la bouche de François Carlier. L'eau du robinet vraiment sous haute surveillance. C'est vous, évidemment. Christophe Rozin, on entendait Laurent Brunet nous dire très justement, voilà, la science est en marche. On est dans une évolution, bien sûr. Le docteur Beaulieu nous disait les contrôles n'ont cessé de se renforcer comme ça en un siècle. La qualité de l'eau, elle s'est dégradée, oui, non, ou alors c'est difficile de le dire compte tenu du fait que, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans cette eau finalement? J'ai l'impression qu'on trouve de plus en plus de choses, mais parce qu'on a les moyens de détecter de plus en plus de choses. Exactement, peut-être qu'est-ce qu'il y a, Christophe, dans l'eau? Quelques chiffres pour illustrer un peu cette surveillance de la qualité de l'eau. On considère en France qu'on a 18 millions d'analyses réalisées par an, 300 000 prélèvements, et sur ces 18 millions de paramètres analysés par an, il y a
plus de la moitié qui sont des pesticides et des métabolites de pesticides. Donc ça, c'est fait au niveau du contrôle réglementaire. Et puis, on a un deuxième niveau qui est réalisé par le producteur-distributeur d'eau qui va au plus près de sa connaissance de terrain, piloter son installation et identifier, le cas échéant, d'autres risques qui ne sont pas forcément pris en compte dans le cadre réglementaire. Et un troisième niveau qui est un niveau un peu plus exploratoire avec des travaux sur des campagnes de polluants émergents, polluants pas encore réglementés, qu'on ne va pas intégrer dans la réglementation, mais qui vont, le cas échéant, nous permettre d'identifier des nouvelles molécules qui étaient jusqu'à maintenant passées sous les radars. Alors, on a d'autres dispositifs également, tels que la phytopharmacovigilance, qui sont des dispositifs un peu exploratoires et multimatrices qui vont nous permettre de prendre un peu un état des lieux de la contamination de notre environnement. Alors, on peut se dire, c'est beaucoup finalement, 18 millions de paramètres. Après, si on raccroche ce chiffre à notre environnement, finalement, il faut savoir qu'en Europe, on a environ 100 000 molécules commercialisées, 30 000 à plus d'1 tonne par an, et que certains chiffres annoncent jusqu'à 350 000 molécules qui peuvent être présentes dans notre environnement. Il faut savoir que cet environnement chimique, il est le reflet de notre activité, de notre mode de vie, et que finalement, l'eau du robinet en particulier va être le miroir et le réceptacle de cet environnement chimique. Et en parallèle, on voit des laboratoires qui savent détecter des teneurs de plus en plus basses. On considère que tous les 10 ans, on est capable de détecter des concentrations 10 fois plus faibles. Donc pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure, le nanogramme par litre, c'est 1 ou 2 grains de sucre dans une piscine olympique. Donc on est à des niveaux très très bas. Une deuxième approche, c'est que jusqu'à maintenant, on calait nos appareils d'analyse pour ne trouver que ce que l'on cherchait. Donc on cale un appareil et on va dire on va chercher telle molécule, on la trouve pas. Aujourd'hui, on a des techniques d'approche qui nous permettent de travailler en aveugle et d'élargir, alors c'est assez compliqué, c'est encore du domaine de la recherche, mais qui nous permettent de chercher en aveugle des molécules qui jusqu'à maintenant étaient complètement sorties des radars, et donc on peut de cette façon chercher très largement, et je terminerai là-dessus, c'est de cette façon-là que le chlorothalonil 471-811, alors certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est une molécule, un métabolite qui a été trouvé à travers nos campagnes exploratoires. Et donc, si on refait la genèse de cette molécule, au départ, elle avait été identifiée par une équipe de chercheurs suisses avec justement une méthode d'analyse qui était en aveugle. Alors, ce qui fait, pour résumer, et c'est vrai, vous avez raison de le dire, ce qu'on trouve dans l'eau reflète quelque part notre vie de tous les jours. Hein. C'est vrai, du textile, des médicaments, du gazon artificiel, du béton, des batteries, des choses comme ça. Donc on a plusieurs types de substances qu'on va trouver dans l'eau, ce qu'on appelle les PFAS, les polluants éternels, les métaboliques de pesticides, sur lequel vous avez bien travaillé. Vous avez écrit un rapport, vous, Christophe, donc ce printemps. Et puis les polluants qu'on peut trouver dans la lessive, les détergents, etc. Quand on compare, par exemple, à d'autres pays similaires, hein, bien entendu, un gros pays industriel comme les États-Unis ou d'autres pays, quelle est la quantité qu'on trouve en France par rapport à ces pays-là? Est-ce que ça reste vraiment du domaine de l'infinitésimal par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'on est bien loti, bien doté en France? Alors, en France, on a une surveillance qui est très active et on a un état des lieux qui, aujourd'hui, je ne dirais jamais qu'il est exhaustif, mais qui, à minima, est très représentatif. Et donc, c'est renforcé par les nouveaux paramètres, les nouvelles molécules que l'on recherche. On parle également des polluants éternels, des PFAS, et effectivement, en France, on n'a pas attendu la nouvelle directive eau potable pour s'y intéresser, et il y a eu des travaux exploratoires déjà il y a une quinzaine d'années. Est-ce qu'on est mieux loti? C'est difficile difficile de répondre parce qu'on est sur à chaque fois, c'est en lien avec des activités industrielles, des sites. Ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, la situation par rapport aux PFAS, avec une connaissance assez importante, mais aujourd'hui, la situation vis-à-vis des PFAS est plutôt préoccupante, typiquement aux États-Unis.
François Carlier, je disais la parole au consommateur. Qu'est-ce qu'il dit le consommateur? Comment est-ce qu'il s'informe? Et notamment sur ces pesticides, par exemple. C'est un mot, je le disais, donc, qui peut faire peur. Alors nos 3 amis précédemment ont été plutôt, je pense, assez rassurants. Le consommateur, l'est-il pour autant rassuré? Merci. Alors une petite perspective avant. On a toujours été promoteur de l'eau du robinet à la CLCV, toujours. Alors après, si les gens veulent boire de l'eau en bouteille, c'est leur liberté, bien sûr. Mais on a été toujours promoteur pour les raisons écologiques. J'ai toujours coutume de dire, un peu mon slogan, c'est que l'eau potable, c'est mieux qu'Amazon. C'est quand même un bien qui est livré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un impact CO2 faible. Amazon ne fait pas mieux, on fait même moins bien. Et de ce point de vue-là, l'eau potable est une sorte de vieille start-up qui est sous-estimée. Une fois qu'on a dit ça, après, c'est vrai que... et d'ailleurs, maintenant, il y a une nouvelle génération, notamment d'organisations militantes, qui sont très sur le plastique, hein, notamment des jeunes. Et je vous engage à vous concevoir aussi comme un service d'alternative au plastique. Il y a un vrai sujet là-dedans. Maintenant, sur la question sanitaire, c'est vrai qu'on a toujours été sur... Il y a un vrai gros problème de pollution sur les masses d'eau en France, depuis longtemps, qu'on a dénoncé, qu'on est peu entendu. Mais la barrière tenait toujours très très bien sur l'eau du robinet. Et nous, on n'a jamais instrumentalisé les 3% d'endroits où il y a des problèmes. Maintenant, on est réellement embêté depuis le mois de mars, donc depuis le métabolite de pesticides. Je veux dire, on est embêté, et je tiens à le dire, on n'a rien dit depuis mars. Alors, je veux dire, une association de consommateurs qui fait no comment depuis 8 mois, c'est rare. Hein. C'est-à-dire qu'on a tenu à ne rien dire, alors, à rencontrer des gens, à discuter, pour essayer de voir comment ça allait évoluer. Bon, on a dit, on la boucle, on dit rien. Maintenant, ça ne pourra pas tenir. Et ma vision des choses, c'est d'un côté, oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème sanitaire significatif. Bon, moi, je bois l'eau du robinet, mes enfants en boivent, et franchement, j'ai aucun problème. Bon. D'un autre côté, on ne peut pas dire juste que c'est une bulle médiatique et juste qu'il ne se passe rien. Parce qu'il y a des non-conformités, il y a de l'incertitude en termes de normalisation, il y a l'incertitude sur les règles, il y a le doute qui s'installe, et on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Alors, nous, notre thèse, pour l'instant, c'est de dire que le système de normalisation a probablement fait son temps, et devra probablement être amené à faire des choix qui sont des choix difficiles. C'est soit de considérer qu'il y a effectivement vraiment des situations de pesticides et métabolites réellement problématiques. Dans ce cas-là, il faut agir. Jusqu'à où, je ne sais pas, mais il faut agir. Pardon, qu'est-ce qui vous inquiète principalement, François Carlier, quand vous parlez des métaboliques de pesticides? Grosso modo, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que sur la norme de référence, il y a, comme l'a montré l'ANSES, il y a plein de masses d'eau, enfin de l'eau au robinet en fait, hein, qui ne sont pas conformes. Donc on attend une norme de potabilité. Et j'ai envie de dire, soit elle va mettre des années à venir, parce que c'est mieux d'attendre quelques années, mais ça, c'est pas tenable. Nous, on a tenu 8 mois sans rien dire, mais on va pas tenir 8 ans, hein, enfin, même 2 ans. Bon. Soit on va mettre la norme à 3, pour dire juste au-dessus, comme ça, il y a à peu près tout qui passe, et il y aura forcément un léger doute qui s'installera sur le fait, comme par hasard, la norme, elle est au-dessus des tests de résultats. Ça crée un énorme doute, et de bonne foi, y compris, vous ne pouvez pas faire plus fan de robinet que la CLCV. Hein. Ça crée un énorme doute, et qui à un moment est problématique. Et la difficulté, c'est de devoir affronter de front ce sujet. Nous-mêmes, on ne l'a pas encore fait, donc on a conscience que c'est difficile. Mais à un moment, je pense que là, c'est plus possible. Il va vraiment falloir quand même affronter réellement cette question. Il y a des trous dans la raquette, docteur Beaulieu, là, pour essayer de rassurer François Carlier, donc les consommateurs. Le rassurer, peut-être pas, c'est pas l'objet, mais peut-être être d'accord tous les deux sur le fait qu'il y a un effort de pédagogie du consommateur à faire. J'ai l'impression qu'il est au-delà, François. Hein, voilà. Ouais. Parce que est-ce que le consommateur a vraiment conscience de la manière dont est encadré le pesticide et le métabolite de pesticides? C'est que les valeurs sanitaires ne correspondent pas à un risque sanitaire. La valeur, donc la limite de qualité n'est pas une limite sanitaire. Non, mais je sais bien que ça peut paraître complexe. Ce qu'il faut rappeler juste sur les métaboliques de pesticides, on peut les retrouver pendant 20 ans dans l'eau, c'est ça? Oui, typiquement, on a aujourd'hui des métabolites de l'atrazine qui est interdit. Qui est interdit, oui, on retrouve. Et on retrouve encore régulièrement, effectivement, ces métabolites. Effectivement,
la pédagogie, elle doit porter sur ces notions de valeur de Vmax, oui. Ouais. Parce que la limite de qualité ne correspond pas, lorsqu'elle est dépassée, à un risque sanitaire pour la santé du consommateur. Il y a une autre valeur qui s'appelle la Vmax, là, l'ANSES en parlera bien mieux que moi, qui, elle, définit le passage à un risque sanitaire. Limite qui, souvent, cette Vmax est souvent des centaines, voire des milliers de fois supérieure. Le métolachlore qui a été responsable on n'y est pas dans cette... on n'y est pas du tout. Les dépassements métolachlore sur les années 2019-2020, je crois que c'était le métolachlore qui était le principal responsable. Je crois que la Vmax est 5000 fois supérieure à la limite de qualité. Donc les quelques dépassements de limite de qualité ne correspondaient pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est une communication technique ayant trait à la santé qui est complexe et qui se marie pas très bien avec le sensationnalisme souvent des médias. François Carlier. Et sur le métabolite là, de l'ANSES de mars. Alors, en deux mots sur ce métabolite, ouais. Donc on a une valeur, une limite de qualité 0,1 microgramme par litre pour tous les pesticides, pour tous les métabolites. Ça, c'est le tronc commun. Et cette valeur, en fait, elle correspond pas à une valeur de gestion, elle ne correspond pas à une valeur sanitaire. C'est-à-dire que dans les années 80, les laboratoires étaient capables de doser 0,1 microgramme par litre et on s'est dit, bon ben, c'est pas normal de trouver des pesticides dans la ressource en eau, donc on va mettre cette barre à 0,1 microgramme par litre. À l'époque, on savait chercher une dizaine de pesticides. Aujourd'hui, on voit que les laboratoires accèdent aux métabolites de pesticides qui sont souvent plus stables, plus rémanents dans le milieu naturel et que l'on peut retrouver à des concentrations supérieures à la substance active. Donc, plus de 0,1 microgramme par litre, ça veut dire que la qualité de la ressource est atteinte, ça veut dire qu'il faut agir, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur une valeur sanitaire qui est pour fixer ce radar et ce point repère au niveau de la valeur sanitaire. C'est effectivement la valeur sanitaire maximale qui doit être établie, mais pour établir cette valeur, on a besoin de données toxicologiques fiables. Et sur les métabolites de pesticides, c'est là qu'on a un trou dans la raquette, effectivement. On n'a pas toujours les données toxicologiques qui nous permettent d'établir une valeur robuste. Et il faut savoir qu'on a également la notion de métabolites pertinents, qui font appel également à des notions de risque sanitaire. Et c'est quasiment toujours l'absence d'information qui dit, dans le bénéfice du doute, on va considérer le métabolite comme pertinent. Ça, c'est un principe de précaution, mais qui effectivement est plutôt très, très sécuritaire pour le consommateur, mais contraignant pour le gestionnaire. Eh bien, le gestionnaire, les entreprises de l'eau. Laurent Brunet. Je crois que le débat illustre parfaitement ce qu'on disait. On est dans une évolution permanente. Et tout évolue vite. Les techniques laboratoires évoluent vite, donc on découvre des molécules dont on ne connaît pas encore les effets. Et donc ça inquiète. Les critères de détection se durcissent, hein, on l'a vu. Ouais. Voilà, c'est ça. On a effectivement, de trouver un métabolite de pesticides de manière extrêmement répandue dans l'environnement, ça interroge, non pas d'un point de vue sanitaire, ça a été dit, ça interroge d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, on n'avait peut-être pas conscience qu'il y avait une telle prévalence de pesticides dans l'environnement. Maintenant, on retrouve ce métabolite du chlorothalonil pose problème parce que le chlorothalonil est une molécule qui est maintenant interdite. Et le métabolite, pour que les autorités sanitaires puissent évaluer sa Vmax, ils ont besoin d'études, de compléments d'études. Or, les firmes chimiques qui fabriquaient cette molécule, maintenant qu'elle est interdite, ne sont pas vraiment prêtes à fournir les compléments d'études nécessaires pour pouvoir déterminer à quel niveau cette molécule serait toxique. Donc on a tout un système assez complexe qui interroge, effectivement. Dans le cadre de ce système complexe, chaque acteur joue son rôle. Je réinsiste sur le sujet de la pédagogie de l'explication, parce que le sujet est extrêmement compliqué entre les valeurs sanitaires transitoires. Tout ça, c'est extrêmement compliqué à expliquer. Et ce qui est compliqué à expliquer est compliqué à comprendre. Ce qui est compliqué à comprendre a tendance à inquiéter. Donc on est dans cette étape de transition-là. Je pense que ce qu'il faut jouer au maximum là-dessus, c'est la transparence. Et sans doute l'affichage d'une certaine humilité. C'est-à-dire on ne sait pas tout. On ne sait pas ces molécules qu'on trouve. On ne sait pas encore
à quel niveau elle pourrait être dangereuse pour la santé, même si jusqu'à présent, tous les métabolites de pesticides, comme ça a été dit, en général, on est à des concentrations dans l'environnement des centaines de fois plus faibles que leurs effets sanitaires. Mais enfin, des molécules comme celle-là n'ont pas encore été déterminées de manière totalement stricte par les autorités sanitaires. Donc il faut jouer la transparence, il faut jouer l'humilité face à des choses qu'on ne connaît pas encore complètement dans l'environnement. Oui, c'est très bien et on apprécie tous ce langage de vérité, Laurent Brunet, de dire voilà, il faut faire preuve d'humilité. On ne sait pas tout, justement. On a entendu votre voisin, donc Christophe, de dire finalement qu'il y a des millions et des millions de contrôles qui fait que c'est peut-être l'aliment le mieux surveillé, le mieux, appréhendé donc, de ce qu'on connaît en France. Mais dire qu'on ne sait pas tout, est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif? Est-ce que ce n'est pas de nature à aller inquiéter Dr Beaulieu et puis les consommateurs, François Carlier? C'est par nature la consistance de toute connaissance scientifique qui a besoin de temps pour avancer. C'est un peu le problème de ces éléments de connaissance qui arrivent tout d'un coup. Et qui... du robinet, c'est un aliment, j'allais dire, ordinaire. C'est pas un vaccin qu'on va prendre une fois tous les, je ne sais pas combien de temps, quand il y a une crise comme on a connu il y a 3 ans, où il y a des doutes, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. Bon, très bien. Enfin, certains émettent des doutes. Pas tout le monde évidemment. Voilà, mais là ce qui répond aux besoins de sécurité, c'est le cadre réglementaire qu'on vous expose là. C'est que les normes sont conçues de manière à encadrer, à assurer une qualité sanitaire toute la vie durant d'un consommateur, et les contrôles sont multiples. François Carlier. Si je devais faire la pédagogie sur ces éléments-là aujourd'hui, je risque fort de me faire manger en fait. Donc pour ça je préfère ne pas y aller. Par qui? Par la salle ou par votre voisin? Non, pas par la salle. Non, pas par la salle, mais ça marchera pas. Alors moi je vous dis ça marchera pas. Donc moi j'y vais pas. Et je vous dis entre confrères, on a un peu ce discours-là. Donc c'est la pédagogie là, je vois pas comment. Si c'est vraiment pour être contre-productif, il vaut mieux ne rien dire. Après on pourra pas ne rien dire trop longtemps. Donc en fait, si vous voulez, c'est injuste pour l'eau du robinet parce que c'est un produit qui est, où il y a une espèce de focalisation psychologique, socio-psychologique bien trop importante. Donc je dis toujours, les problèmes de santé, c'est quand même le déséquilibre nutritionnel, l'alcool, le tabac, les actions de la route. Alors après, franchement, le reste, c'est pas grand-chose. Mais la société est ainsi faite, il faut quand même l'accepter comme telle. Et donc, le truc, c'est que dire qu'on est en doute scientifique, y compris sur la normalisation, c'est quand même compliqué sur un truc comme l'eau du robinet. Alors c'est compliqué côté consommateur. Je pense aussi un peu justement aux opérationnels, que ce soit les collectivités ou les exploitants, mais encore plus les collectivités, parce que comment ils se programment dans leur système de traitement, etc. etc. C'est pour ça que j'interroge le système de normalisation. À un moment donné, à un moment donné, il faut être très clair sur l'aspect sanitaire. C'est-à-dire, qui c'est qui écrit et qui signe en bas du texte ce truc, il n'y a pas de problème pour la santé. Et j'insiste sur le fait qui c'est qui signe. Oui, parce que nous-mêmes, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas relativiser un peu le principe de précaution dans l'eau? Puis après, on s'est dit, le problème, c'est que si c'est nous qui devons signer le truc, on ne se sent pas trop. Donc on va laisser faire réfléchir. Donc vous voyez, c'est ça les questions. C'est quelle norme de santé? Qui c'est qui signe la norme? Alors au-delà de cette question de la norme, et on a fait le constat précédemment, quels sont les outils à votre disposition, vous les entreprises de l'eau, pour aller éviter quelque part de se retrouver avec des contaminations bactériologiques dans l'eau, par exemple en cas de forte pluie, comme on l'a vu par exemple peut-être dans les Hautes-Alpes ce week-end? Comment éviter de se retrouver avec des pesticides? Est-ce qu'il y a des systèmes de filtration? Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, les entreprises de l'eau? Nous, les entreprises de l'eau, notre mission, c'est de délivrer une eau conforme aux normes. Donc, avec effectivement la question que vous posez sur le normatif, nous, on n'a pas à y répondre. Nous, le rôle, c'est de délivrer une eau conforme aux normes. Bon. Alors, après, les normes, elles s'appliquent sur toute une série de paramètres. Donc, les paramètres dont on parle actuellement... pesticides, métabolites de pesticides, etc. On a des technologies à même de les traiter. La question après se pose la décision de savoir est-ce que ces technologies doivent être mises en place ou pas. Ça, c'est des questions qui appartiennent à la collectivité et les collectivités doivent trancher sur ce choix qu'elles vont faire.
ça, c'est pour ces pollutions-là. Après, les pollutions que vous mentionnez, les pollutions microbiologiques, il y a des pluies très fortes et il y a détection de traces de contamination microbiologique. Je rappelle que les contaminations microbiologiques, donc on est sur des taux de conformité de 99,8%. C'est-à-dire que là, on est quand même sur des systèmes qui sont très bien maîtrisés. Et après, c'est dans la gestion quotidienne, c'est la gestion des équipements, effectivement, de tous les systèmes, et puis la gestion préventive. Hein. De plus en plus, on va vers des gestions préventives, c'est-à-dire des analyses de risque du bassin versant, et en fonction des analyses de risque du bassin versant, la mise en place des solutions qui sont les plus adaptées aux risques. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une pollution pour agir, mais on dit quels sont les risques qui menacent cette ressource en eau et comment on peut agir là-dessus. Et puis ensuite, la surveillance. Donc en termes de surveillance, on a beaucoup parlé de la surveillance qui consiste à analyser l'eau. On prend un échantillon, on l'amène dans un laboratoire, on l'analyse, on regarde ce qu'il y a dedans. Il y a d'autres techniques de surveillance qui se développent de plus en plus. Je vais en citer une, par exemple, sur les bioessais, c'est-à-dire en fait, c'est des techniques qui permettent non pas d'analyser la substance présente dans l'eau, mais de voir quel effet sur un organisme vivant cette substance peut avoir. Donc ça, c'est des techniques qui sont en plein essor, sur laquelle d'ailleurs la France a des entreprises d'excellence dans ce sujet-là. Des techniques, par exemple, surveillance des plans d'eau par satellite. On peut surveiller, tout à l'heure on parlait des développements de cyanobactéries dans les plans d'eau soumis à forte chaleur l'été, par exemple. Ben, on sait aujourd'hui, via des satellites, surveiller les plans d'eau et voir s'il y a des risques de développement de ce genre de contamination. Donc vous voyez, tout ça évolue en parallèle, et toutes ces solutions évoluent en parallèle avec toutes ces problématiques qu'on peut poser. Laurent. Christophe Rosin. Non, peut-être un petit complément pour rebondir sur la question que vous aviez initialement. Est-ce que la qualité de l'eau a évolué au cours des dernières décennies ? Si on prend des paramètres historiques, on va prendre les paramètres microbiologiques, les nitrates, le plomb, on a manifestement une amélioration de la qualité de l'eau qui apparaît parce qu'on peut comparer des choses tout à fait comparables au cours du temps. Par contre, effectivement, si on prend les rapports sur les pesticides de qualité de l'eau publiés tous les ans par le ministère de la Santé, là, on va voir en 2012, les 10 premières molécules, on a 4 métabolites parmi les 10 molécules les plus quantifiées. Et on regarde le même rapport en 2021, on a 8 métabolites par rapport aux 10 molécules les plus quantifiées. Ça veut dire qu'il y a 4 métabolites qu'on ne dosait pas, qui n'entraient pas dans les bilans ministère de la Santé. Et de fait, on va, sur des graphiques bilan qualité de l'eau, on va dire, bah tiens, ma qualité d'eau se dégrade. Mais il faut vraiment comparer ce qui est comparable pour répondre à cette question. Bien sûr. Et peut-être un autre élément pour pondérer également notre exposition au milieu hydrique. Il faut savoir que l'eau est un faible contributeur pour les pesticides à notre exposition. Ça représente moins de 10%. Il y a une étude qui avait été publiée à l'ANSES qui montrait 5% environ de contribution de l'eau par rapport aux autres apports, et notamment l'alimentation. Encore un point, et puis après on vous donnera la parole évidemment dans la salle. Juste, docteur Beaulieu, il y a encore un Français sur 2 qui consomme de l'eau en bouteille. C'est le match toujours éternel, eau en bouteille versus eau du robinet. Elle est meilleure, l'eau en bouteille, ou pas ? Bien sûr que non, elle n'est pas meilleure, c'est une eau comme toutes les autres. L'eau du robinet est une eau naturelle, qui est passée par les mêmes roches, qui s'est chargée des mêmes sels minéraux, des mêmes oligo-éléments, et c'est un choix de consommation. Alors c'est vrai que ça interroge sur la consommation de microplastiques et sur le coût carbone de cette consommation d'eau en bouteille. Mais bon, l'une n'est pas meilleure que l'autre, c'est ça ? Pas du tout. On peut même contester les eaux minérales qui sont censées avoir un effet médical, puisqu'elles sont définies comme ça, sont certaines fois très déséquilibrées dans les contenants en sels minéraux, et leur consommation régulière est déconseillée. François Carlier, la CLCV. C'est juste, il y a un petit angle mort traditionnel quand même, c'est entre le branchement d'eau en immeuble, entre le branchement d'eau et le robinet, parce qu'évidemment, si l'eau stagne et des choses comme ça, voilà, c'est quand même le petit angle mort qui n'est pas négligeable. Bon, c'est bien. Dernier mot, puisqu'on s'interroge, l'eau du robinet vraiment sous haute surveillance. Nous avons tous des raisons d'avoir confiance dans l'eau du robinet. Et après, on vous donne la parole. Laurent Brunet. Oui, ma réponse est très clairement oui. Moi aussi, je bois de l'eau du robinet. Ma famille en boit, mes enfants en boivent depuis qu'ils sont tout petits. Donc, tout à fait raison d'avoir confiance. De toute façon, tous les professionnels qui travaillent sur ces sujets-là, c'est vraiment un attachement
extrêmement fort à la surveillance, à la maîtrise de la qualité. Ça fait vraiment partie de l'ADN des professionnels qui travaillent sur ce sujet-là. Bien le raconter aussi au public. Hein. C'est vrai, vous avez rappelé que quand on reçoit notre facture, il y a, je ne sais plus si c'était Christophe ou vous qui en parliez avec ces graphiques de couleurs. Bon, il faut qu'on apprenne un peu plus et qu'on soit un petit peu plus captivé et qu'on comprenne davantage. Voilà, il y a un récit à faire clairement aux consommateurs, hein, clairement, docteur Beaulieu. Oui, un récit et un décryptage surtout des informations. Je crois que, encore une fois, les remous médiatiques de début d'année autour du chlorothalonil l'ont bien montré. Voilà. À quel point alors je comprends les doutes de nos amis consommateurs, mais il y a toute une pédagogie, à mon sens, quand même, qui est à continuer de faire sur ce... Puisqu'en fait, on a assisté à quoi? Une mise en alerte des consommateurs sans que vraiment le risque sanitaire soit évalué. Donc il y a vraiment toute cette pédagogie à faire, et c'est peut-être le travail qu'on a à faire tous ensemble, d'ailleurs. Enfin, même si vous avez des doutes sur votre participation à cet effort. Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est le process de normalisation, dans sa manière dont il est conçu, je pense, doit être revu. Et de toute façon, je pense que ce qui s'est passé avec le métabolite, de toute façon, devra amener à revoir le processus. Vous voyez, bon, ça c'est parce que sinon, il faut comprendre. La perspective, en termes de risque, c'est quoi? C'est, je vois quand même qu'on propose de plus en plus en commercialisation des systèmes de traitement dans le logement en osmose inversée et qui commencent à dire, osmose inversée, là c'est bon, vous êtes tranquille sur métabolite. En fait, c'est ça. Donc c'est le process de normalisation, en fait, qui à mon avis est à revoir. Alors, par exemple, dans ces délais, dans qui fait les études, etc., etc., pour le consolider. Là, je pense qu'il est un peu à bout de souffle. Il a été conçu de très bonne foi, il a tenu pendant très longtemps, et tant mieux. Là, il est un peu à bout de souffle. Question dans la salle, mesdames, messieurs. Donc, question courte à chaque fois, j'espère, en tout cas, réponse courte. Alors, on va répartir un petit peu la parole. Hein. Merci en tout cas de vouloir à nouveau en poser une. Alors, monsieur, on va vous passer le micro, qu'on vous entende bien, même si la salle est assez petite, donc on vous entendrait de toute façon, mais c'est toujours mieux en effet. Vous allez vous présenter d'un mot, monsieur, avec voilà, la cravate et les lunettes. Voilà, monsieur, allez-y. L'un des rares qui a une cravate, bon, peu importe. Je l'ai mise aujourd'hui pour la circonstance, parce que la réunion est importante. Voilà. Question simple, Thierry Lasterac, association, je sais pas si ça marche. Ça marche. Association familiale de consommateurs. Nous avons tous confiance dans l'eau, enfin un Français sur deux. Ceci dit, un certain nombre de consommateurs qui utilisent l'eau du robinet la filtrent dans des carafes filtrantes ou des fontaines filtrantes. Qu'en pensez scientifiquement? Alors, qui prend? Docteur Beaulieu, allez-y. Alors déjà, je vais simplement rebondir sur la confiance dans l'eau du robinet qui est plus autour des 80% que des 50%. Le baromètre du CIO l'indique tous les ans et je vous invite mardi prochain à assister à la conférence de presse pour les nouveaux résultats du baromètre. La filtration, au final, elle n'a pas d'intérêt. Moi, je ne suis pas là pour casser le marché des sociétés qui vendent des systèmes de filtration. Mais en fait, filtrer l'eau du robinet, ça revient à filtrer une eau qui est déjà potabilisée. Donc, au final, vous risquez simplement que ça ne serve à rien, que vous enleviez des sels minéraux qui, eux, sont utiles pour la santé, voire même qu'il y ait certains effets délétères. L'association Que Choisir avait pas mal stigmatisé justement le fait que tous les tests en laboratoire montraient que les filtres devenaient assez rapidement des nids à microbes et que donc ça pouvait là du coup poser des problèmes sanitaires. Donc, Et il y a un avis de Christophe Rosin de l'ANSES. Un avis de l'ANSES sur lequel vous pouvez consulter qui résume effectivement tout à fait ces risques et ces limites de système individuel. Si les usagers n'aiment pas l'odeur de chlore, un stockage au réfrigérateur marche très bien. Donc pour Noël, vous ne recommandez pas forcément d'acheter des carafes Non, ce n'est pas le cadeau idéal pour cette année. Très bien. Merci monsieur pour votre question. Autre question, allez-y, profitez-en, hein, je veux dire qu'on gagne un petit peu de temps. Alors, qui prend... Voilà, madame au fond, sur le côté, tout au fond à gauche. Allez-y madame, je vous en prie. Claude Renaud pour l'AFP. Il y a eu une question de M. Carlier sur cette question de la normalisation et de la fixation des normes. Et il n'y a pas eu de réponse. Et par contre, j'ai entendu M. Brunet, si je ne me trompe pas, dire « Ah ben nous, on n'est pas là pour faire la norme, on est juste là pour faire de l'eau conforme. » Mais est-ce que les entreprises de l'eau
peuvent pas participer à la construction de la norme, être mieux-disants? Enfin, je veux dire, c'est un argument. Enfin, je veux dire, est-ce que vous devez simplement attendre que la puissance publique vous dise quoi faire et alors là, vous vous mettez le doigt sur la couture, ou vous avez des pistes pour faire mieux sans attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous travaillez tous ensemble finalement, puissance publique, entreprise de l'eau, ANSES également? Allez-y, Laurent. Alors, la construction des normes pour l'eau potable, hein, c'est tout un processus qui démarre au niveau de la Commission européenne. Ce sont des directives européennes qui ensuite sont traduites dans le droit français. Donc nous, on est consultés, c'est-à-dire que en fait, on nous demande notre avis, non pas sur la pertinence ou non de telles normes, parce que nous, en tant qu'opérateurs de l'eau, nous ne sommes pas les autorités sanitaires, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Donc on n'est pas à même de dire si telle molécule est dangereuse ou pas pour la santé. Par contre, on est consulté sur les modalités pratiques de mise en œuvre. C'est-à-dire, oui, ça, on peut le mettre en œuvre de telle ou telle manière, ça, c'est plus compliqué, ce type d'analyse, ça va être difficile, ce type d'analyse, par contre, on peut le mettre en œuvre. La norme pourrait inclure de nouveaux types d'analyses qui pourraient être normalisées, etc. Donc on est consulté à ce niveau-là. Mais ensuite, les normes sanitaires sont de la responsabilité, donc comme je dis, directive européenne et ensuite transposition dans le droit français. Donc ça, c'est le rôle des autorités sanitaires. Vous avez déjà réfléchi à ce que ça engendrerait? Mais après, les autorités sanitaires, l'administration dans son rôle normatif et le législateur, quand il va développer des textes de loi, des réglementations, etc., va analyser l'impact. Et l'impact, ça veut dire également l'impact financier. Donc il va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments, de données pour savoir s'il faut traiter telle molécule, combien ça reviendrait, est-ce que ça va augmenter le prix de l'eau, etc. Et nous, en tant qu'entreprise, on est à même de donner des ordres de grandeur. Voilà, pour traiter telle molécule, il faut mettre tel type de process, ça peut coûter tant, etc. On est à même de donner des éléments. Mais encore une fois, ces éléments sont des éléments qui vont servir de base aux analyses d'impact qui vont être faites pour appuyer tel ou tel choix réglementaire. Et après, vous mettez le doigt sur la question des coûts, c'est un vrai sujet. Je crois comprendre que c'est l'objet de la table ronde qui suit, c'est-à-dire tout ça, combien ça coûte et comment ça se finance. Et là, je pense que c'est un débat important et indispensable à avoir. En effet, on le verra. Qu'est-ce qu'on met derrière le prix de l'eau, justement? Troisième table ronde à suivre, teasing, vous avez raison Laurent. Peut-être encore une question justement avant d'aborder ce dossier. Profitez-en, il nous reste encore quelques minutes justement. Alors oui, François Carlier, prenez le micro, je vous en prie. La question a été posée de quand c'est qu'il y a la norme sur le métabolite. Et comment, par exemple, vous, l'ANSES, vous travaillez avec les différents acteurs, avec les agences de l'eau, avec les collectivités, avec les professionnels des entreprises de l'eau, par exemple, les consommateurs, bien entendu, aussi, le pouvoir réglementaire. À plusieurs niveaux. Et pour répondre à cette première question, effectivement, quelle valeur sanitaire adopter sur certains métabolites? C'est un travail qui mobilise des experts, des toxicologues, qui va mobiliser beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs mois, près d'une année pour établir quelques valeurs guides. Et donc, si on déterre des dizaines de métabolites tous les mois, on voit qu'on atteint la limite un peu de la méthodologie. Il faut également avoir des données robustes. Donc, le cas échéant, sur certains métabolites, c'est le cas. On n'a pas suffisamment d'informations pour conclure. Donc, on va retourner vers le pétitionnaire, vendeur de produits phytosanitaires, le fabricant, pour avoir des études toxicologiques complémentaires. Et donc là, on est dans des calendriers, effectivement, avec une acceptabilité qui n'est pas très bonne parce que ça peut prendre plusieurs années après l'identification d'un problème. Et c'est pour ça que, dans certains cas, le ministère de la Santé dit dans l'attente de valeurs sanitaires maximales robustes établies par l'ANSES, on va aller chercher des valeurs guides repères dans des pays étrangers. Ça peut être l'Allemagne, ça peut être... C'est ce qui est typiquement pratiqué. Bien sûr.